Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode de Off-World. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté le vidéo d'introduction, qu'est-ce que c'est Off-World? En gros, Off-World fait partie de la même série, si on veut, ici dans le studio que World One. Dans le fond, Off-World, c'est ma façon à moi de simplement venir vous parler, vous, le public, un petit peu de ma semaine, un petit peu de est-ce que j'ai écouté quelque chose d'intéressant, est-ce que j'ai découvert quelque chose d'intéressant au cours de la semaine en rapport avec l'univers geek. Cette semaine, deux, trois sujets quand même assez intéressants. On va parler, bien entendu, de Outer World, The Outer World, le jeu de Obsidian qui est sorti vendredi passé. Si vous n'avez pas vu l'épisode de World One, on a traité du sujet, donc je vous invite à aller le voir sur la page YouTube. On va jaser aussi de Jack Ryan, dont je suis un grand fan, et la saison 2 commence aujourd'hui même. À vrai dire, si vous écoutez le vidéo, c'est vendredi le 1er novembre que la nouvelle saison est sortie. Donc, je vous invite à aller le voir si jamais ça vous intéresse. On va en parler un petit peu. Et aussi, on va parler du lancement de Apple TV, qui est lui aussi vivait son lancement le 1er novembre avec des émissions comme The Morning Show, C et For All Mankind. Donc, on va jeter un petit coup d'œil à ça. Donc, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Donc, on se lance direct dans la sauce The Outer World. Donc, au moment où j'enregistre l'épisode, on est vendredi le 1er novembre. Donc, ça fait une semaine que je joue le jeu. J'ai pas eu beaucoup la chance de jouer cette semaine. J'ai joué à peu près une vingtaine d'heures-ish la fin de semaine passée lorsqu'il est sorti, incluant l'heure que j'ai joué pour le vidéo. Donc, mes impressions après une semaine, j'adore. Tout simplement, j'adore ce jeu-là. Check out toutes les boîtes pour moi. Dans le fond, ce que je trouve le plus intéressant, si vous avez été sur Internet le moindrement, euh, beaucoup de gens appellent ce jeu-là comment dire, l'héritier, si on veut, de Fallout New Vegas. Parce que c'est le même studio, c'est Obsidian qui a travaillé sur Fallout avec Bethesda, et euh, Fallout New Vegas est très apprécié de la communauté. Donc, beaucoup disent que c'est le successeur spirituel de Fallout New Vegas. Personnellement, étant donné que je suis pas nécessairement un gros fan de Fallout, à vrai dire, le seul Fallout que j'ai vraiment, vraiment, vraiment joué, c'est Fallout 4, sur lequel j'ai mis à peu près une cinquantaine d'heures. Donc, pour moi, euh, The Outer World se rapproche beaucoup plus de ce qu'on pourrait trouver dans un jeu comme Mass Effect 2. Où est-ce que vous avez des compagnons, vous avez une aventure à vivre, et euh, c'est cette dynamique-là entre le joueur, vous, et les différents personnages que je trouve qui se rapprochent énormément de Mass Effect 2. Puis si vous me connaissez, vous savez que Mass Effect 2 est probablement mon jeu préféré. Du moins, c'est un des jeux que j'ai joué et rejoué et rejoué. J'adore refaire l'aventure, même si je la refais tout le temps de la même façon ou en changeant juste un petit peu l'ordre des missions. C'est un jeu que j'adore refaire, mais qui aujourd'hui est un peu plus difficile étant donné que les jeux sont prisonniers de la dernière génération, donc PlayStation 3 et Xbox 360. Donc ce qui est le fun, c'est que finalement j'ai un jeu sur console moderne qui me permet de vivre une aventure spatiale, qui me permet de développer des relations avec mon équipage, mon crew, et qui donne le choix de jouer le jeu vraiment comme je le veux. Donc, la game que je me suis parti pour le review et que j'ai continué par après, euh, j'ai optimisé les dialogues. Donc, dans le fond, mon personnage, c'est une grosse chmou. Il est pas capable de se battre pour deux scènes, mais en allant avec les spécifications dialogue, dans le fond, ça me donne l'avantage de pouvoir en combat, stunt ou faire peur à mes ennemis ou des choses comme ça pour permettre à mes compagnons d'attaquer. Euh,
Donc, mes compagnons sont très, très importants. Je mets beaucoup de ressources pour m'assurer qu'ils sont forts, qu'ils m'accompagnent bien. Et moi, je suis là en support en arrière. Mais en dehors des combats, l'option dialogue, bien entendu, m'offre plus de choix de dialogue lorsque je rencontre un NPC ou un de mes personnages et que j'ai besoin de dialoguer avec eux autres. Donc, il y a plein de belles petites situations dans le jeu. Des situations très cocasses qui m'ont permis, comment dire, que j'ai pu passer au travers simplement avec des dialogues. J'ai pu éviter plein de combats. J'ai pu manipuler des gens pour qu'ils puissent faire ce que je veux. Donc vraiment, le jeu me tient très attentionné. Je trouve que, le jeu est beau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les graphiques, qui trouvent qu'ils sont pas nécessairement d'actualité ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je trouve que le jeu est superbe. Est-ce que les textures sont ultra 8K, 4K, blablabla? Non, mais le monde est assez riche, assez intéressant et assez diversifié pour se perdre des heures et des heures à vouloir explorer tous les différents biomes, les différentes planètes et ces choses-là. Donc, après une semaine, je donne ma full recommandation de ce jeu-là. Comme je dis, pour moi, il va chercher tous les aspects que j'aime de Mass Effect, ma série préférée, Firefly, le nombre de clins d'œil qu'ils font à cette série-là. En plus de ça, une de mes actrices préférées, Ashley Butch, excuse-moi, j'ai tout le temps de la misère avec son nom. Elle joue Parvati, qui est un des compagnons que tu peux avoir. Donc, bien entendu, juste par le fait d'entendre la voix de Ashley, Parvati est devenu mon personnage préféré dans le jeu. Donc, yes, Outer World, full recommandation. J'adore ça. On pourrait rentrer un petit peu plus en détail. J'adore les mécaniques de RPG. J'aime comment, avec les perks puis les skills, tu peux balancer ton personnage et des choses comme ça. Donc, vraiment, thumbs up. Super bon. Je vais continuer à jouer ce jeu-là. Je suis content que ça soit un jeu qui permette plusieurs routes, quelques fins différentes. Donc, ça va être un jeu que je vais définitivement vouloir rejouer et rejouer et rejouer pour tenter des nouvelles expériences avec et tout ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, The Outer World, allez checker ça. Disponible sur toutes les plateformes modernes, PC, Xbox, PS4. Moi, j'ai la chance de pouvoir le jouer via Xbox Game Pass sur PC. Donc, le jeu m'est revenu quasiment gratuit rendu là. Donc, prochain sujet, Jack Ryan. Donc, Jack Ryan, saison 2, disponible en théorie à partir du 1er novembre sur Amazon, mais avec les festivités d'Halloween, Amazon ont décidé de dropper la saison 2, excusez-moi, une journée plus tôt. Donc, petite histoire avant que j'embarque dans Jack Ryan et la raison pour laquelle je suis autant passionné par cette série-là. Dans le fond, quand j'étais jeune, mon entourage ou les gens de mon âge étaient principalement absorbés par les super-héros, Superman, Batman, Spider-Man. Alors que moi, mes super-héros, à moi, étaient extrêmement différents. À vrai dire, mon premier héros a été Tintin. Étrangement, lorsque j'étais jeune, j'étais fanatique de Tintin. J'aimais l'idée de cette d'un journaliste qui mène des enquêtes, puis il arrive toutes sortes d'affaires, puis il combat toutes sortes de criminels, puis d'organisations. Il y avait aussi une autre bande dessinée que j'aimais beaucoup qui était La Marque Jaune. Faudrait que je vérifie. Quelque chose de Mulier et Les Aventures de la Marque Jaune. Qui était aussi même chose, dans le fond, deux policiers qui menaient des enquêtes. Et côté cinéma, télévision, mes parents ont toujours été passionnés de littérature, entre autres psycho-thriller. Donc, on parle encore une fois de Tom Clancy, Patterson, Michael Connelly, ces choses-là. Donc, des histoires de policiers, d'espions, puis tout ça a toujours été très très présent dans notre maison. Les James Bond étaient aussi importants pour nous que les Star Wars. On écoutait des reruns de ça. Mon père m'a introduit
à la série originale de Mission Impossible. J'adorais Columbo. Même chose avec les vrais Avengers, si vous savez de quoi je parle, qui était une série télé, ils ont essayé d'en faire un film, mais whatever. Euh, Men from Uncle, ces choses-là. Donc, bref, toujours été, pour moi, mes super-héros, pour moi, ont tout le temps été, justement, James Bond, Ethan Hunt, et, bien entendu, Jack Ryan. Si vous connaissez un petit peu l'univers de Tom Clancy, c'était une super belle série de livres. Jack Ryan est un analyste pour la CIA, puis il se retrouve dans toutes sortes d'aventures. Éventuellement, il va devenir chef de la CIA, président des États-Unis, toutes sortes d'affaires. Et Jack Ryan a eu le droit à beaucoup de représentations au cinéma. Premier film sur l'univers de Jack Ryan, c'était The Hunt for the Red October. Avec Sean Connery et Alec Baldwin, qui a été le premier Jack Ryan au grand écran. Ensuite, on a eu Harrison Ford, qui a fait 2 films de Jack Ryan, Patriot Games et un autre que je me souviens plus. Ensuite, on a eu Ben Affleck avec un de mes films préférés de Jack Ryan, qui est The Sum of All Fear. Et il y a quelques années, ils ont essayé de faire un reboot un petit peu de l'histoire de Jack Ryan avec Captain Kirk lui-même, Chris, un des 10 millions de Chris à Hollywood. Le film était correct, l'interprétation qu'il voulait faire de Jack Ryan était intéressante, mais bien entendu, ils se sont comme éloignés des livres par rapport à tout ce qui avait été fait avant. Ce qui nous amène à l'année passée, ou du moins il y a quelques années, quand Amazon ont annoncé qu'il y avait les droits pour une nouvelle version cinématographique de Jack Ryan. Et cette fois-ci, on y allait au niveau de la télévision. Donc, on a eu une première saison l'année passée qui était excellente, qui traitait, dans le fond, d'une bombe chimique et d'un... Et, ouais, c'est ça, bombe chimique. Et l'ennemi venait du Moyen-Orient, un petit peu à la Osama Ben Laden. La série s'éloigne, garde les éléments des livres, bien entendu, crée sa propre histoire et son propre univers. Et ils ont fait un très très bon travail avec la première saison. Saison 2 est finalement ici. J'en suis un petit peu plus que la moitié. Il y a 8 épisodes. J'en ai 5 ou 6 d'écouter. Donc, j'ai pas encore fini la saison. C'est sûr que je termine ça aujourd'hui. Ça se binge tellement bien. Si vous aimez les aventures un petit peu de Globetrotter, où est-ce que, bon, on trouve un indice au Venezuela qui nous amène à Londres, qui nous ramène à Washington, qui nous renvoie au Venezuela, définitivement Jack Ryan et ce genre d'émission-là. J'aime beaucoup le fait qu'ils vont assez en profondeur dans les personnages, puis l'histoire, puis le plot, puis l'enquête en tant que telle, tout en gardant ça à un niveau qui est facilement comprenable et qui ressemble plus à un film de Jason Bourne, si on pourrait dire ça comme ça. C'est beaucoup plus une série d'aventures que vraiment un psycho-thriller où est-ce que tu essaies de trouver c'est qui le méchant et tout ça. Bien entendu, il y a ces twists and turns. John Krasinski joue un Jack Ryan exceptionnel. S'il y a bien un acteur que je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne un acteur d'action aussi compétent, c'est bien lui, venant de The Office et jouant un bouffon. Un peu comme Chris Pratt, à vrai dire, vient d'une série télé où est-ce qu'il joue un bouffon, puis ces gars-là, en payant des entraîneurs privés, deviennent soudainement des méga stars. Donc, vraiment, à ne pas manquer, Jack Ryan, si vous n'avez pas vu la saison 1, allez la voir. Saison 2, excellente. Ils ont confirmé déjà que la saison 3 était confirmée, ils l'ont annoncé. Elle va être en production. On va probablement l'avoir. On va probablement avoir la saison 3 l'année prochaine. À part ça, quoi d'autre? Super belle production, sérieusement. Les prises de caméra, la qualité d'image, tout ça de ce show-là est assez incroyable. Donc, c'était mon opinion sur Jack Ryan. Et on continue avec Apple TV+. Donc, si vous vous tenez un petit peu au courant du streaming war qui s'en vient, donc
On a Netflix, on a Amazon Prime. Eux autres, ils sont là depuis quand même un bon bout de temps. On est rendu habitué à ça, mais des nouveaux joueurs s'en viennent dans la course. On a HBO et tout le groupe Warner qui s'en vient avec HBO Max. Donc, dans le fond, ils vont combiner HBO puis toutes les autres branches de Warner sous la tutelle de HBO Max. On a Apple qui s'est lancé dans la course avec Apple Plus qui sort aujourd'hui. Et on a Disney Plus qui va sortir dans 2 semaines, le 12 novembre, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce que Apple a à proposer par rapport aux géants qui sont déjà bien établis? Netflix est déjà bien établi. On le sait qu'ils font des très bons produits. On l'a vu avec Stranger Things, The Crown, le défunt euh, House of Cards. Donc, Netflix, énormément de budget. Cette année, ils ont redoublé d'efforts et de budget. Amazon s'en vient de plus en plus avec des bonnes productions maison. Jack Ryan en est un exemple. Mon show préféré à la télé, The Marvelous Miss Maisel. Si vous avez écouté The Men in the High Castle, si ça vous intéresse, c'est excellent aussi. Donc, Netflix, Amazon, déjà très fort. HBO, ben c'est sûr qu'il arrive avec une offre qui est très intéressante étant donné qu'on va avoir la bibliothèque complète de HBO. On parle de Soprano, The Wire, tous les classiques de cette télé-là qu'on connaît déjà comme une télé premium. Donc, HBO va faire sa marque et Disney a juste décidé de passer une grosse masse à travers tout ça et de dire hey, by the way, nous on a commencé dans les années 40 à faire des films, fait qu'on va vous distribuer pour un montant médiocre toute notre collection de films, que ce soit des films animés, que ce soit des films faits en vrai dans les années 40, 50, 60, que ce soit des séries qui viennent de Disney Channel, Disney Kids, whatever. L'offre est tellement énorme que, en gros, vous pouvez prendre Netflix, Amazon, HBO, mettre tout ça ensemble, puis vous n'arrivez même pas à tout ce que Disney va offrir sur son service. Fait que, où est-ce que Apple s'insère à travers tout ça? Premièrement, Apple le sait très bien qu'ils doivent jouer catch-up. Ils sont en arrière, ils n'ont pas autant de... À vrai dire, ils n'ont rien à présenter de déjà existant pour mettre sur leur service. Donc, ils créent tout à partir de rien. Gros avantage d'aller avec Apple, c'est que le service coûte vraiment pas cher. Il est 4,99$, donc c'est parmi les moins chers. Bien entendu, offre et demande, donc le prix est moins cher, mais l'offre est plus réduite. Sauf que Apple étant probablement la plus grosse compagnie sur la Terre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des milliards et des milliards et des milliards d'argent qui vont être investis dans ce service-là dans les prochaines années. Et ça l'a déjà commencé. By the way, parlant de prix, si vous achetez un appareil Apple 9 dans la prochaine année qui vient, dans le fond, vous avez Apple TV Plus gratuit pour 1 an. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir changer mon téléphone cette semaine. Donc, j'ai Apple TV Plus gratuit pour la prochaine année. Donc, qu'est-ce qui nous offre Apple d'intéressant? Les 3 plus grosses séries qui ont annoncé et pour lesquelles j'ai jeté un premier coup d'œil. Donc, dans le fond, j'ai écouté le premier épisode de The Morning Show, le premier épisode de Si et le premier épisode de For All Mankind. So far, vraiment impressionné. Premièrement, par la qualité du contenu. On va parler de The Morning Show en premier. Morning Show, c'est un drame qui a été écrit et produit faisant suite au mouvement MeToo qui a eu lieu, dans le fond, qui est encore en cours, qui est encore très d'actualité. Donc, l'émission, c'est un drame à l'intérieur d'un morning show, donc d'une émission de télévision, où est-ce qu'un des membres de l'équipe est accusé de mauvais comportement sexuel. Puis ça va tourner autour de ça. Donc, dans le fond, sa co-host, elle va comme prendre le contrôle du show. T'as Reese Witherspoon qui va rentrer, le personnage de Reese Witherspoon qui est comme une jeune journaliste dans un poste de quartier, si on veut, va rentrer là-dedans. Puis tout ça. Côté production,
excellent. Je veux dire, j'ai rien à redire. On parle d'un show à gros budget ici. The Morning Show a le même budget pour sa première saison que Game of Thrones avait dans les dernières saisons. On parle de 100 millions de dollars d'investis pour ce show-là. Donc, bien entendu, the show look good. Au niveau de l'histoire, c'est très intéressant, surtout dans le climat actuel. Je trouve qu'ils font, parce que dans le premier épisode, ils font une représentation, je vais dire, assez réaliste, assez humaine de tout le mouvement MeToo, puis de ce que ça implique, autant pour les victimes que pour la personne qui est accusée de faire ces actes-là. Donc, Morning Show, vraiment intéressant. Je veux dire, c'est Reese Witherspoon, euh, Steve Carell et Friends. Son nom m'échappe. C'est Rachel dans Friends. Excusez-moi, j'ai le nom de l'actrice sur le bout de la langue, je suis pas capable de le dire. Fait que vraiment intéressant. Le premier épisode m'a hook. Si vous avez écouté à HBO The Newsroom avec Jeff Bridges, c'est ça, Jeff Bridges? The Newsroom à HBO, excellent, excellent show écrit par Aaron Sorkin qui justement suit le jour par jour d'une équipe télévisuelle de nouvelles. The Morning Show, vous allez vous y retrouver très facilement. Deuxième show, c'est Si. Donc, Si, c'est le show de télé de Jason Momoa. Encore une fois, un show qui a une grosse valeur produ- de production, whatever. Le budget est insane. Si vous pensiez que Game of Thrones avait des belles images, Si va vous surprendre. Dans le fond, l'histoire de Si, c'est qu'on est dans le futur de l'humanité. Mais dans le fond, à cause d'un cataclysme, j'imagine. Ils l'ont pas encore vraiment bien expliqué. Dans le fond, l'humanité s'est retrouvée à être aveugle. Donc, l'humanité au grand complet vit dans des petits groupes séparés, plus comme des tribus, plus que des civilisations. Et tout le monde est aveugle. Donc, ils font une bonne représentation de ce que le monde pourrait ressembler si tout le monde est aveugle, les mœurs et coutumes, comment ça change, comment notre rythme de vie est affecté par ça, comment qu'on fait la guerre quand on peut pas voir l'adversaire qui est devant nous et tout ça. Jason Momoa est excellent. J'ai jamais vraiment considéré qu'il était un grand acteur, mais dans ce show-là, il amène beaucoup de charisme, il amène une force de caractère que j'ai rarement vue chez un personnage à la télévision. Mes meilleures références seraient quasiment Tony Soprano. Si j'avais à le comparer à quelqu'un, à chaque fois qu'il rentre dans l'écran, c'est le gars principal, tu veux porter ton attention sur lui. Il est excellent, excellent, excellent. L'histoire est vraiment intéressante. Si vous aimez ce genre d'univers parallèle-là, fantastique, mais en même temps réaliste, meilleur exemple que je pourrais donner comme comparatif, ça serait The 100, qui est un excellent, excellent show, un show post-apocalyptique et tout ça. Bien entendu, si a plus comme je l'ai dit, une production qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus professionnelle que The 100. Ensuite, on a For All Mankind. For All Mankind aussi, c'est un show que j'ai bien l'intention que je vais accrocher. Dans le fond, c'est une revisite, une revision de notre histoire où est-ce que si l'Union soviétique était atterrie sur la Lune avant les Américains. Donc, bien entendu, c'est totalement fictif, mais ça nous permet de voir un petit peu comment on aurait réagi à ça. Beaucoup de gens diraient que parce que les Russes sont arrivés sur la Lune, c'est la fin de la course. Non, pas du tout. Le show veut vraiment montrer que atterrir sur la Lune était simplement la première étape de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, si vous aimez les drames un petit peu plus politiques, beaucoup de parlage, beaucoup de dialogue, faut porter son attention. For All Mankind jette un regard vraiment, vraiment intéressant sur la course à la Lune et la course pour la conquête de l'espace. Donc, c'est pas mal tout. Petit recap. Outer World, jouez-le si vous aimez les RPG, si vous aimez une espèce d'histoire d'aventure où est-ce que vous devez communiquer, devez établir des liens avec vos
collègues et avec les autres membres de votre équipage. Définitivement un jeu qui est très intéressant, qui est drôle, qui est touchant. Donc, Out the World, allez le voir. Jack Ryan, gros fan ici. Vraiment hâte, j'ai hâte de terminer la saison. Je vous en reparlerai peut-être dans le prochain épisode, une fois la saison terminée, comment j'ai aimé. Mais 6 épisodes sur 8, so far, thumbs up, subs up, whatever, vraiment bon. Et si jamais vous avez la chance ou vous êtes curieux par Apple TV Plus, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Soit que vous venez d'acheter un nouvel appareil photo et de toute façon vous avez le service gratuit. Sinon, c'est 4,99 par mois. Et je pense que même si vous payez juste 5$, au moins pour les 3 séries que je vous ai nommées, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Oh boy. Euh, Changement de linge, changement de timeline. Dans le fond, l'épisode de Offscreen de la semaine était déjà enregistré, mais c'était le BlitzCon cette semaine, qui est la conférence annuelle de la compagnie Blizzard. Euh, qui est dans le fond un gros gathering pour présenter un peu le futur de leur jeu. Blizzard étant une compagnie qui a un gros line-up de jeux. Chaque année, ils font une conférence pour annoncer leur nouveau jeu. Disons que BlitzCon 2018 jusqu'à BlitzCon 2019 a été une année très difficile pour Blizzard. BlitzCon 2018 était juste un train wreck, true and true presque. Et l'année 2018, comme je te dis, ça a été un train wreck, ça a été mauvaise décision par-dessus scandale, par-dessus mauvaise décision. Et on se demandait vraiment si toutes ces controverses-là, qu'est-ce qui allait arriver au BlitzCon 2019? Est-ce que les fans allaient être en furie? Est-ce que Blizzard allait réussir à se relever les manches puis faire comme OK, on a fucked up, mais voici comment on va aller de l'avant plutôt que d'essayer de regarder toujours vers l'arrière. Et pour être bien franc, j'avais au début aucune intention de regarder le BlitzCon, de regarder la cérémonie d'ouverture. Mais Blizzard étant Blizzard et étant la compagnie qui a probablement... Blizzard, Ubisoft, c'est les deux compagnies qui ont eu le plus d'influence sur ma vie en général. Blizzard a fait de moi le gamer que je suis aujourd'hui à travers toutes ces séries. Fait que bien entendu, j'ai écouté la cérémonie d'ouverture et oh boy, trop d'émotions, trop de choses qui sont venues me chercher. Même des jeux qui généralement m'intéressent ou des jeux que j'ai délaissés depuis longtemps. Blizzard ont cette façon-là, cette magie-là de juste... Blizzard, c'est ça. Blizzard, c'est une drogue qui, à chaque fois que tu te dis, j'en ai eu ma claque, ça fait 15 ans que... Oh non, faut que tu reviennes. Fait que, parlons un peu, vite, de ce que Blizzard a fait pour que dans l'espace de 2 heures, je sois un enfant de 5 ans le matin de Noël. Bien entendu, ils ont kick-off la cérémonie avec la seule chose qu'ils avaient besoin de faire. Et c'était annoncer Diablo 4. Et oh boy, qu'ils me l'ont annoncé. Ok. Généralement, une compagnie... Pas généralement. Ce qu'on a remarqué dans le passé, pour ce qui est d'une annonce de jeu, généralement, première étape, tu vas sortir un genre de trailer. Simplement pour dire aux gens, ou un teaser. Simplement pour dire aux gens, hey, on travaille sur le projet, on a des nouvelles pour vous dans le futur. Après ça, l'année d'après, ou peut-être 2 ans plus tard, quand le jeu est finalement prêt à être montré, tu montres un gameplay. Donc, tu montres une section du jeu, tu montres à quoi le joueur peut s'attendre lorsqu'il va jouer le jeu. Puis après ça, le processus avance et plus on approche de la date de sortie, plus ils vont nous montrer des trailers, des teasers, des gameplays, puis tout ça jusqu'à la sortie du jeu. Diablo 4 est en production, on le sait depuis longtemps, et il va sortir dans longtemps.
je m'attends pas à un Diablo 4 avant facilement encore 2 ou 3 ans. Peut-être plus 2. Mais c'est sûr que ça va être un jeu qui va être fait pour les nouvelles consoles, qui va être fait pour les nouveaux PC et tout ça. Mais ils ont montré, premièrement, ils ont ouvert la cérémonie avec ce que je considère comme étant une des plus belles cinématiques que j'ai vues sortir des studios de Blizzard. Puis si vous connaissez Blizzard, vous savez qu'il y a des cinématiques, il y en ont beaucoup et il y en ont à des niveaux extrêmes de qualité. Celui-là remporte la palme d'or. La scène finale de ce trailer-là, je vous invite à aller le regarder. Mais la scène finale de ce trailer-là a coupé le souffle. Tout simplement, j'étais bouche ouverte, flabbergasté devant mon écran, incapable de faire rentrer le moindre souffle d'air. C'était incroyable. Mais c'était pas tout. Parce qu'après ça, ils nous ont montré un autre trailer, quasiment aussi long, de gameplay. Ils nous ont expliqué que ils ont été chercher des inspirations. Tous les meilleurs éléments de tous les Diablo ont été mis dans un seul package qui va être Diablo 4. Ça risque d'être l'expérience ultime de Diablo. Diablo 2, j'étais là la journée de sa sortie pour l'acheter. Lord of Destruction, j'étais là la journée de sa sortie pour l'acheter. Diablo 3, j'étais là Day 1. Diablo 4, je vais être là la journée de sa sortie. Ce qu'ils ont montré du jeu est absolument, absolument, absolument sublime. Ensuite, World of Warcraft, le jeu qui va continuer d'exister jusqu'à ma mort. Même si j'ai pas j'ai joué World of Warcraft et je joue World of Warcraft depuis les débuts de World of Warcraft. Excusez-moi, c'est des mots qui sont wow, on va l'appeler wow. Donc je joue depuis pas mal les débuts de WoW et j'ai pas joué Battle of Azeroth. Je veux dire, j'ai décroché de WoW depuis longtemps, mais c'est un jeu auquel j'aime revenir une fois de temps en temps. Je vais aller m'acheter des passes de 2 mois de jeu, puis je vais juste embarquer dans le jeu. Battle of Azeroth est la première expansion que même si, j'ai toujours acheté des expansions, même si je joue pas le jeu, même si je joue plus vraiment le jeu. Mais Battle of Azeroth, j'ai fait comme, oh, regarde, j'irai pas mettre 60$ là-dessus ou whatever. Euh, mais j'ai suivi la progression du jeu puis la progression de l'histoire. Et là, il annonce Shadowland avec encore une fois une cinématique à couper le souffle. Moins impressionnante que celle de Diablo, mais très très à la saveur World of Warcraft. Euh, et encore une fois, même si c'est un jeu pour lequel j'ai plus nécessairement le même intérêt que j'avais, à la fin de la cinématique, puis à la fin de la présentation, j'étais sur le bout de mon siège, puis j'étais comme, il est où mon bouton de précommande pour World of Warcraft? Je me suis retenu, on a été sage, mais c'est le genre d'enthousiasme, c'est le genre de pull que Blizzard fait à chaque fois qu'ils annoncent un jeu. Ils ont parlé un petit peu de Reforge, ils ont parlé de Warcraft 3, Reforge un petit peu. Ils ont donné certains détails pour Heroes of the Storm et Hearthstone. Si vous êtes des fans de ces jeux-là, allez voir la présentation. Vous avez des nouvelles. Mais avant de quitter la scène, comme si Diablo 4, une nouvelle expansion de World of Warcraft, des nouveautés pour Hearthstone, Heroes of the Storm, Hearthstone, Heroes of the Storm, excusez-moi, juste pour être sûr que vous compreniez de quel jeu je parle. Je pense qu'ils ont fait des mises à jour pour StarCraft 2 aussi. Mais avant de nous quitter, Blizzard avait besoin d'un mic drop. Et même si les nouvelles ont été leaks, puis même si les nouvelles sont sorties d'avance, le fait que Blizzard soit sorti dans la même année qu'il nous annonce un nouveau Diablo, une nouvelle expansion, qui annonce Overwatch 2. Overwatch est un jeu que Blizzard... C'est la première nouvelle licence de Blizzard, c'était la première nouvelle licence de Blizzard en... Je me rappelle plus combien X d'années, je pense en 15 ans, il n'y avait pas eu de nouvelle licence créée par Blizzard lorsqu'ils ont annoncé Overwatch en 2014 ou 2015. Fact checkez-moi dans les comments s'il vous plaît.
Et Overwatch a été un phénomène international. Il y a le Overwatch League, qui est un combat entre des villes nord-américaines et européennes, et le championnat du monde. Et Overwatch est juste un, tellement un bel accomplissement de la part de Blizzard, qui est incroyable, mais qui avait certaines lacunes, surtout pour les gens qui sont habitués à un Blizzard qui construit des mondes extraordinaires, des histoires engageantes. Le fait que Overwatch était simplement PVP, joueur contre joueur, compétitif, euh, ça l'a laissé comme un certain vide dans le cœur de certains joueurs. Et Overwatch 2, on va finalement avoir une campagne, donc un mode histoire où est-ce qu'on peut partir avec les héros qu'on aime, puis les nouveaux héros et vivre des aventures, en plus d'avoir l'aspect compétitif et tout ça intact et amélioré. Donc ça a été une belle présentation pour moi. Blizzard, encore une fois, comme je l'ai dit, a tellement un énorme impact sur ma vie, et c'est incroyable de penser que de 1999 jusqu'à 2019, donc 20 ans, 20 ans de Blizzard ont animé ma vie, et genre 20 ans plus tard, je ressors d'un BlizzCon et j'ai encore les émotions, j'ai encore le feeling, j'applaudissais avec la foule, j'avais juste le goût d'être là, puis d'acheter tous les jeux qu'ils présentaient, de les précommander. Euh, D'ailleurs, il y avait des ventes pendant le BlizzCon, fait que j'ai acheté Overwatch, le premier, pour mon ordinateur, juste pour être sûr de pouvoir jouer Overwatch partout avant que le 2 sorte. Fait que c'est la magie de Blizzard, et c'est la magie euh, des univers qu'ils ont créés. Donc, merci beaucoup. Don't fuck it up. C'est tout ce que je peux dire. Donc, gang, c'était mon off-screen. Merci d'avoir été avec moi. Si vous aimez ce qu'on fait, suivez la page Facebook, Twitter et Instagram de Simple Tale Studio. Et inscrivez-vous sur notre page YouTube. Frappez la petite cloche si vous voulez être averti du nouveau contenu qu'on sort. Et sur ce, on se revoit lundi prochain. Donc, lundi, commencez votre semaine avec Simple Tale Studio. Ça devrait ensoleiller votre journée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. À la semaine prochaine.